Bonjour, je remercie d'abord Dr. Vert de m'accueillir dans ce colloque. Je remercie chacun et chacune d'entre vous d'être venus m'écouter, assister à cet exposé. Dans un colloque portant sur le thème général origine, il me semblait bon de commencer par une réflexion d'ordre général. J'ai choisi à cet effet une réflexion de Démocrite qui affirmait que tout ce qui existe dans l'univers, il est le fruit du hasard et de la nécessité. À première vue, une telle réflexion vieille de 25 siècles environ, qui est si générale, c'est-à-dire elle porte sur tout ce qui existe dans l'univers, pas moins, et qui ramène tout à deux origines uniquement, pas plus. Donc le hasard et la nécessité. Bien, une telle réflexion a toutes les chances d'être obsolète, fausse et pour le moins incomplète. Cependant, à en juger d'après le nombre de publications, d'articles, de conférences, de vidéos YouTube, etc., sorties ces dernières années, eh bien, on constate que cette réflexion continue à motiver les esprits. Eh bien, là, je prends un exemple en biologie, médecine, avec le célèbre livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. On peut prendre des exemples tirés de l'astrophysique, une conférence donnée dernièrement qui porte justement le titre L'univers, hasard ou nécessité. On peut citer plein d'autres domaines. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, j'ai pensé au domaine de l'histoire. Et je me pose la question, est-ce que l'histoire, donc le déroulement, le film de l'histoire, est-ce qu'il a une origine double, n'est-ce pas? Ce matin, on a assisté à un bel exposé sur la lumière et on a vu que la lumière possède une nature duale, corpusculaire et ondulatoire. Eh bien ici, ma question, elle est très similaire en fait. Ma question est celle-ci. Est-ce que le déroulement de l'histoire possède une origine duale? C'est-à-dire, est-ce que l'histoire peut être expliquée par un enchaînement de hasard et de nécessité? Voilà. Pour arriver à une conclusion, une première conclusion, pour donner une réponse à cette problématique, j'ai choisi de l'aborder par le biais de la méthode inductive, ou empirico-inductive, qui consiste, comme vous le savez, à partir d'exemples, d'observations concrètes, et à essayer d'élaborer une théorie à partir de ces observations, quitte à devoir modifier ces théories par d'autres observations. C'est une méthode qui est très efficace, très fertile dans différents domaines de la physique. Je l'applique ici en histoire, pourquoi pas. Donc je vais varier les observations et les exemples. Je préfère vous avertir d'entrée de jeu, c'est qu'en 15-20 minutes, un exposé sur un tel sujet ne peut être que nécessairement lacunaire. Et donc mon exposé ressemblera davantage à un emmental suisse troué qu'à un cantal compact et savoureux d'Auvergne. Voilà. Donc, maintenant que vous êtes avertis, je peux vous donner le plan de mon exposé. J'ai déjà commencé en fait, par énoncer la problématique que je résume. Est-ce que l'histoire a une double origine, hasard et nécessité? Eh bien, j'ai choisi en vrac des exemples qui seront plutôt des contre-exemples, comme on le verra. J'ai choisi 3 exemples de l'Antiquité, plutôt de nos origines culturelles, donc à savoir la Bible, le monde, la Grèce antique et Rome. J'ai choisi 3 exemples de notre monde moderne et comme vous le voyez, ils sont assez variés parce que certains sont tirés de l'histoire, d'autres sont tirés de la finance, etc. Bien, on finira par donner une première réponse provisoire, certes, pour ensuite aller plus loin dans nos réflexions si le temps nous permettra. Bien,
je commence la première série de 3 exemples tirés de l'Antiquité. Le premier exemple, c'est la Bible. Bien sûr, c'est un récit qui est considéré ici dans sa dimension symbolique, le récit d'Adam et Ève. Eh bien, dans ce récit, en résumé, Adam et Ève sont créés, ils sont placés au paradis. C'est un très joli cadeau, mais il est assorti d'une menace. Si vous mangez de l'arbre défendu, eh bien, vous mourrez. Alors, là, ils étaient devant 2 choix. Soit manger de l'arbre défendu, soit ne pas en manger. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien, ils ont décidé d'en manger. Voilà. Ils ont fait leur choix et ils ont eu les conséquences assez désastreuses. Et pour le premier couple de l'humanité et pour leur descendance. Quelques réflexions rapides, quelques commentaires. L'acte de manger de la pomme d'Adam et Ève n'est pas un acte dû au hasard. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, est-ce qu'il est dû à la nécessité? Non plus. Quand même, Satan leur a tendu un piège, il n'était pas du tout obligé de tomber dans le piège. Voilà. Donc c'est ni hasard, ni nécessité. C'est un acte prémédité. C'est un acte délibéré. On constate que le premier acte délibéré de l'homme, de l'être humain, homme avec grand H, de l'homme, eh bien, est un acte manqué. Ils ont loupé la cible parce qu'ils ont visé très haut. Satan leur a dit, vous deviendrez comme Dieu. Eh bien, ils sont allés très bas. Voilà. De simples mortels, souffrants, etc. J'ouvre la parenthèse parce que hier, on a assisté à un bel exposé aussi dans lequel, sous le ton de l'humour, en fait, c'était aussi dans un court-métrage, on voyait que vivre dans le péché, c'est vivre dans le mal. On associe le péché au mal et à l'immoralité, etc. Bien, je voulais juste ajouter, c'est que le péché, originellement, n'était pas associé à la morale. Il n'y avait pas de connotation morale. C'était se tromper de cible. L'étymologie du mot péché, en hébreu, ça veut dire se tromper de cible, louper la cible. Donc, commettre un péché, c'était commettre une faute contre la raison, et non pas contre la morale. Voilà, c'est sous cet angle-là que j'envisage d'expliquer certains passages de la Bible, de l'histoire, etc. Bien, donc, en résumé, alors, pour l'instant, du moins, il n'y a ni hasard, ni nécessité, mais il y a eu une faille dans le processus de prise de décision chez Adam et Ève. C'est cette faille-là que nous convenons, selon moi, nous convenons d'appeler le péché originel, et qui va se perpétuer depuis Adam et Ève jusqu'à Kiev, en passant par Gaza actuellement, par tout ce que vous voulez comme histoire. On peut appliquer plus ou moins le même schéma. Je passe à un deuxième exemple, donc tiré du monde grec. Comme vous le voyez sur la carte, il y a le royaume de Lydie qui se trouve actuellement à l'ouest de la Turquie, en Asie mineure. Vous avez d'autre part le grand empire perse. Le premier, il avait comme roi Crésus, et l'autre, il avait à sa tête Cyrus II, le grand. Eh bien, les deux, ils étaient en expansion. Là, c'était un tout petit royaume, donc il a commencé son expansion avec le père de Crésus, et Crésus l'a poursuivi. À un moment, Crésus, il se jugea capable de défier le roi des Perses, et avant de savoir quelle stratégie adopter, s'il passe à l'attaque ou bien s'il joue la défense, il a été consulter la Pythie de Delphes, comme il se devait à l'époque, au temple d'Apollon, qui lui a donné, comme toujours, une réponse énigmatique. Il devait interpréter. Il a mal interprété cette réponse et lui a dit que si vous attaquez, vous allez anéantir un grand pays. Prenons au premier degré cet oracle, il a pensé qu'il allait anéantir le pays ennemi. Il a lancé la guerre, donc il a eu le choix. Il a décidé de lancer l'attaque, comme on le voit ici, et puis les conséquences, c'est que l'Empire perse, il a englouti son royaume, si bien que Crésus est le dernier roi lydien. Donc, de nouveau, dans le choix
de Crésus, eh bien, il n'y a ni hasard, ce n'était pas pris au hasard, ce n'était pas pris par nécessité, vous pouvez très bien ne pas passer à la table. Eh bien, c'est encore une fois une faille dans le processus de prise de décision. Voilà, je passe à un troisième exemple de l'Antiquité. Cette fois-ci, on est dans non pas dans l'Empire, mais dans la République romaine, parce que l'action se passe avant l'instauration de l'Empire. On est dans les années 70 avant Jésus, donc précisément en 73 avant Jésus. Je voudrais juste qu'on remarque une chose, c'est la limite nord de l'Empire romain qui m'intéresse dans cette partie de l'exposé. Eh bien, à cette époque-là, le Sénat et les légions romaines étaient occupés à mener la guerre tant à l'ouest qu'à l'est, surtout à l'ouest, avec une rébellion en Espagne. Eh bien, les légions romaines étaient en dehors de la République, en dehors de Rome. Eh bien, en 73 avant Jésus, une rébellion elle a éclaté dans une école de gladiateurs à Capoue, et 70 gladiateurs, esclaves et gladiateurs, c'est pas la même chose, ils ont réussi à s'évader. À leur tête, il y avait un certain Spartacus, que vous connaissez d'après les Péplum, etc. Eh bien, ils n'ont pas pu être arrêtés par l'armée romaine, eh bien, si bien que leur rang grossissait au fur et à mesure, si bien qu'ils atteignaient donc le nombre de 100 000 combattants, 100 000 esclaves et gladiateurs. C'est ce qu'on appelait l'armée servile. Bien, cette armée, elle passait d'un succès à l'autre, d'une victoire à l'autre, et elle se dirigeait vers le nord. À un moment donné, s'il te plaît, merci. À un moment donné, vous voyez, la rébellion, elle a éclaté en dessous de Rome. À un moment donné, ils se trouvaient au nord de Rome. Et ils étaient tout proches de la frontière nord, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il leur restait à traverser le Pô et les Alpes. Une fois fait, ils seraient de l'autre côté de la frontière, en dehors de la République romaine, et ils étaient donc en sécurité, ils auraient recouvert leur liberté. Donc, ils avaient deux choix, soit se diriger vers le nord, vers la liberté, ou bien rebrousser chemin et se diriger vers le sud, vers des terrains plus fertiles, vers des régions plus riches, et poursuivre le pillage et l'enrichissement dans cette partie-là du pays. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi justement d'aller vers le sud. Alors, quelles sont les conséquences de ce choix? Bien, les conséquences, c'est qu'ils ont été anéantis, vous voyez, ils sont allés tout au sud de la Botte, et puis là, ils ont été coincés par Crassus, les légions romaines qui ont été appelées, etc. Et puis jusqu'au dernier, des 100 000, il ne restait pas un seul survivant. Et les 6 000 derniers, ils ont été crucifiés sur la Via Appia, qui mène de Capoue jusqu'à Rome pour servir d'exemple. Encore une fois, la décision de rebrousser chemin, d'aller vers le sud, elle n'est due ni au hasard, ni à la nécessité. Ils avaient tout à fait le choix de franchir les Alpes. Ok? Bien. Donc, la même conclusion chaque fois. Fini les trois exemples de l'Antiquité. J'entame avec vous maintenant les trois exemples de notre monde moderne. Nous allons faire un saut dans l'espace et dans le temps. Eh bien, on va aller en Extrême-Orient. Alors, vers la fin du 19e siècle, les chemins de deux puissances jeunes en expansion se croisaient dans le sud-est asiatique. Je commence par les États-Unis. Après la fin de la conquête de l'Ouest, ils ont poursuivi leur poussée vers l'Ouest, justement, mais cette fois-ci dans l'océan. Ils ont commencé à mettre sous leur contrôle Haïti, ils ont poursuivi jusqu'aux Philippines. D'un autre côté, on a le Japon, l'Empire japonais, qui après la fin de la restauration Meiji, qui correspond grosso modo à la conquête de l'Ouest américaine, plus ou moins la même année, 1889, là-bas c'était 1890, eh bien, pour assurer leur approvisionnement en matières premières, dont il manquait cruellement, eh bien, ils ont commencé une série de conquêtes
d'invasion, d'annexion, etc. Eh bien, ce qui était naturellement mal vu par les États-Unis, qui considéraient cette expansion japonaise comme une menace de leur intérêt stratégique. Alors là, il y avait la réponse des États-Unis. Eh bien, les États-Unis ont mis en place un embargo contre les matières premières, bien entendu, dont le Japon a cruellement besoin, notamment le cuivre, l'acier, mais surtout le pétrole. Eh bien, à ce moment-là, le Japon, il était encerclé, il risquait l'asphyxie. Alors, il avait deux choix pour desserrer les taux. Encore une fois, les deux options, soit desserrer les taux manu militari, ou bien essayer de desserrer les taux par la voie diplomatique. Les négociations étaient déjà en cours, en fait. Lorsque le gouvernement japonais, il a changé de gouvernement, etc., avec l'empereur, ils ont pris la décision d'attaquer à Pearl Harbor, qui se trouve entre le Japon et les États-Unis, mais plus proche des côtes californiennes que des côtes japonaises. Les conséquences de cette action-là, vous les connaissez, c'était Tokyo détruit, 2 bombes atomiques, la reddition sans condition du Japon le 2 juin 1945, ce qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, encore une fois, on constate que dans la décision du gouvernement entérinée par l'empereur, c'est lui qui a donné le feu vert, malgré tous les avertissements de certains amiraux, notamment Yamamoto, qui étaient très réticents à cette attaque, eh bien, l'empereur, il a décidé de lancer l'attaque le 7 décembre. Les conséquences, on a vu, c'est le désastre pour le Japon. Donc, encore une fois, c'est ni hasard, ni nécessité, mais une décision humaine, une faille dans le processus de prise de décision. Voilà. Ici, je passe à un exemple de la fin du XXe siècle. Là-bas, on était au milieu, maintenant on est à la fin du XXe, début XXIe siècle. C'est un exemple tiré du monde de la finance, celui de Kodak. Eh bien, en 1975, un certain Sesson, ingénieur, il a inventé l'appareil numérique, l'appareil photo numérique. Il ne nécessite pas de pellicule, de film. Eh bien, devant cette invention, Kodak était devant deux choix, deux options. Soit miser sur l'argentique, poursuivre avec l'argentique, ou bien miser sur le numérique. Toute ressemblance avec une personne ici présente, elle serait due ni au hasard ni à la nécessité. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que Kodak a choisi? Eh bien, Kodak a choisi de mettre tous ses œufs dans le panier de l'argentique pour différentes raisons. Ils ont pris cette décision à froid, je veux dire, ils avaient le temps, parce que jusqu'aux années 2000-2005, ils étaient toujours pionniers et contrôlaient à 90% le marché de la photo argentique. Eh bien, les conséquences pour Kodak, avec la chute drastique de la vente des appareils photo argentiques et la croissance exponentielle, l'explosion de la vente des appareils numériques, eh bien, Kodak, elle a dû faire banqueroute début 2012. Alors que c'était une des plus grandes entreprises qui a engagé 145 000 employés. Voilà. Encore une fois, la décision du comité directeur de Kodak n'était pas due au hasard, ils n'ont pas pris avec pile ou face. Eh bien, ce n'était pas nécessaire, ils auraient pu prendre le virage, ils ne l'ont pas vu. Eh bien, et voilà les conséquences. Encore une fois, une faille dans le processus de prise de décision. Je passe à mon dernier exemple de l'ère moderne, qui est un exemple actuel, c'est la guerre en Ukraine. Pour juste planter le décor très rapidement et très succinctement, c'est bien plus complexe que cela, mais je simplifie, comme d'habitude. Eh bien, l'Ukraine, de par sa position géopolitique, elle se trouve au centre de tiraillement et de lutte d'influence entre l'Est et l'Ouest. Entre l'Est, actuellement, c'est la Russie, c'était l'URSS autrefois. Maintenant, entre la Russie et l'Occident. Une deuxième information importante, c'est que depuis la chute de l'Empire soviétique, eh bien, l'Occident courtise les ex-pays, les pays de l'ex-bloc soviétique,
et les pays de l'ex-bloc soviétique courtisent l'Occident. Eh bien, ce flirt mutuel, il a conduit l'OTAN à s'étendre vers l'Est. C'était une sorte de conquête de l'Est, cette fois. Eh bien, une troisième information, lorsqu'en 2008, la Géorgie, elle a caressé le rêve d'adhérer à l'OTAN, bien la Russie, elle a réagi violemment. Elle a envoyé son armée envahir la Géorgie. Elle est arrivée au port de Tbilissi. Elle a empêché ainsi l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN. Une remarque, si la Géorgie est une épine dans le pied de la Russie, de la Grande Russie, eh bien l'Ukraine est une épine dans le cœur de la Russie. Alors, là, de nouveau, on est devant deux choix. Alors, deux choix pour l'Occident, deux choix pour la Russie. Alors, vous les avez. Chacun des choix comporte des risques. Surtout, le choix de l'Occident. S'il persiste dans son expansion vers l'Est, là, il ferait preuve de grande naïveté s'il croyait que la Russie allait rester les bras croisés. Il est clair que la Russie allait réagir de manière encore plus violente que ce qu'elle a fait en Géorgie. Du point de vue occidental, si l'Occident persiste et tient à inclure l'Ukraine dans ses rangs militaires, dans l'OTAN, je ne parle pas de l'Union européenne, eh bien, il doit s'attendre à une réaction violente de la part de la Russie, et la Russie doit s'attendre à une réaction violente au cas où elle essayerait d'empêcher, par la voie militaire, l'Occident d'inclure l'Ukraine dans ses rangs. Donc, c'est un jeu très risqué, et les risques sont clairs. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Eh bien, l'un et l'autre, ils ont fait les pires choix. L'Occident, il a persisté. Il tenait à l'adhésion de l'Ukraine dans ses rangs. La Russie, elle tenait à s'y opposer par voie militaire. C'était les deux pires choix qu'ils pouvaient faire, l'un et l'autre. Les conséquences, eh bien, on les connaît tous, on est toujours en train de les vivre à la télé tous les jours, n'est-ce pas? La guerre, elle fait toujours rage en Ukraine. Conclusion, le bilan, c'est que les deux belligérants, c'est-à-dire les protagonistes de premier plan, c'est les plus grands perdants de cette guerre. Pas besoin de faire un bilan. D'ailleurs, tout bilan serait provisoire pour l'instant. Il n'y a pas de bilan définitif. Il faut attendre longtemps avant un bilan définitif. Mais c'est ce qu'on peut dire jusqu'à présent avec une grande probabilité de certitude. Les protagonistes de deuxième plan, ils sont également perdants. Moins perdants, mais ils sont en tout cas pas gagnants. Disons les choses comme ça. Voilà. Alors, encore une fois, on constate que dans la décision et de l'Occident et de la Russie d'aller vers la guerre, parce que directement ou indirectement, les deux, ils ont choisi le camp de la guerre. Alors, cette décision-là, elle a mené là où elle a mené, elle n'est pas due au hasard, elle n'est pas due à la nécessité. Il y avait d'autres voies, certainement. Bien, avec ça, je peux attaquer la dernière partie et tenter de trouver une première réponse provisoire, certes, à notre problématique que je rappelle. Est-ce que la dualité hasard-nécessité est à l'origine de l'histoire, du déroulement de l'histoire? Bien, d'après ces contre-exemples, il y a plein d'autres. Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas une dualité, puisque tous ces exemples ne s'expliquent pas par cette dualité. Eh bien, il faudra compléter. Je propose une trinité profane, naturellement. Donc, c'est d'ajouter à la nécessité et au hasard, eh bien, d'ajouter la bêtise humaine. Eh bien, la bêtise humaine, le rôle du sujet, le rôle de l'homme, avec grand H, de l'homme ou de la femme, je veux dire, eh bien, peut expliquer, sinon tous, du moins une grande partie des événements historiques ou symboliques, eh bien, depuis Adam et Ève jusqu'à Kiev, en passant par, jusqu'à Gaza, on peut dire, en passant par Clermont-Ferrand, pourquoi pas, en passant par Beyrouth et par Babylone. Et là, je peux que citer
Raymond Aron quand il affirme que l'ignorance et la bêtise humaine sont des facteurs considérables de l'histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Là, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Essayez de combler les trous de notre émental de début. Je ne sais pas si on aura vraiment de temps pour les questions, on a un petit peu dépassé. Ah. Si on a une... Bon, on a une deux. Quelles sont tes motivations pour penser à la bêtise humaine? Ah, il suffit de regarder autour de toi. Pas ici, je veux dire, certainement pas ici, mais dans la vie. Je parle de ma vie personnelle, je parle de la vie de ma famille, de la vie de mon village, de ma région, de mon pays, etc. Pour constater qu'on loupe des virages dans notre vie et dans la vie de ces communautés. N'est-ce pas? Ça peut être, je veux dire, le sens de vie ici ou d'histoire est pris dans le sens le plus large du terme. Ça peut être l'histoire d'un individu comme l'histoire d'une famille, d'une communauté, d'un pays, de l'humanité, etc. Pour constater que personnellement et dans ma famille et dans mon entourage, on a souvent loupé ces virages. C'est de là que je suis parti pour élargir un petit peu l'horizon de ma recherche. Voilà.